On reprend les couleurs sur le marché, ça fait plaisir. On a un Bitcoin autour des 100 000 $. On est aujourd'hui le mercredi 11 décembre 2024. Et voilà, on a rattrapé plus ou moins la petite baisse qu'il y a eu ces derniers jours. En fait, pour contextualiser, il y a eu beaucoup d'actions qui ont chuté, beaucoup d'actions US, ce qui a eu forcément un impact sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et quand Bitcoin chute, forcément, les altcoins prennent encore plus cher, c'est-à-dire moins 5, moins 10, moins 15, moins 20%. On a eu sur le total 3 un moins 17%, je crois. Le total 3, en gros, c'est l'ensemble de la capitalisation des crypto-monnaies, excluant Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on a de la volatilité, rien n'est gagné, ça va être difficile de franchir les 100 000 $. Il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont positionnés à 100 000 $ et un petit peu au-dessus. Mais globalement, c'est plutôt positif parce que pour moi, on est très loin d'avoir un top de marché. On a beaucoup de signes qui montrent qu'on va pouvoir aller chercher encore un peu plus de performance. Ce qui est intéressant de regarder sur CoinMarketCap, c'est pas uniquement le prix de vos crypto-monnaies préférées, c'est aussi le Fear and Greed. Donc le crypto Fear and Greed, je vous en ai parlé pas mal de fois. En fait, savoir si on est dans l'extrême euphorie ou savoir si on est plutôt dans la peur. Et généralement, quand on est dans la cupidité extrême, c'est généralement des top locaux. Enfin, ça peut être un top local de marché. Et c'est ce qui s'est passé là. On était vraiment trop euphorique. Il y avait tout qui se passait ultra bien. Et forcément, on a pu corriger un petit peu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est sur un top de marché à l'échelle long terme. Je pense qu'on pourra aller chercher plusieurs indicateurs qui nous permettront de juger si oui ou non on est sur un top de marché. En tout cas, le Crypto Fear and Greed en fait partie. Autre chose intéressante à regarder, la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui chute un petit peu. Alors si on regarde sur 30 jours, on voit que c'est très léger. Mais si on regarde quand même il y a quelques semaines, on était à 60%. Aujourd'hui, on est à 55%. Ça veut dire des liquidités du Bitcoin se déversent vers les autres crypto-monnaies, vers les altcoins, vers l'Ether en priorité et ensuite vers les altcoins. Maintenant, l'Ether dominance a aussi un petit peu chuté. Là, si on voit sur l'année, non, alors ça, ce 1,05%, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder entre l'Ether et les autres crypto-monnaies où sont déversées les liquidités. Voilà. Pour revenir sur les corrections de marché, c'est normal d'avoir des corrections de marché. Par exemple, on prend Solana, regardez ce qui s'est passé avec Solana. Bon, alors c'est une crypto un peu particulière parce qu'il y avait potentiellement eu de la manipulation avec FTX et Alameda, etc. Donc ça a extrêmement chuté pendant le bear market. On est descendu sur des 10, 12, 13 $. Et c'est bien remonté. Mais si on regarde sur l'année 2024, sur l'année qui lance ce bull run, on a eu des phases de correction assez prononcées. On est passé de 202 $ par exemple à quelques semaines après 126 $. On est passé encore une fois de 182 $ à ici au plus bas de ce secteur 129 $. Donc ne paniquez pas, c'est normal d'avoir des corrections. Pareil, on va prendre le Bitcoin sur le cycle précédent, donc le cycle de 2021. On va prendre la petite règle juste ici pour mesurer par exemple. Ici, hop, en l'espace de 11 jours, on a eu un moins 20%. Moins 20%, ce qui fait que là, actuellement, à 100 000 $, ça nous ramènerait à 80 000 $. C'est possible, on va prendre une autre correction. Ici, avant de lancer la phase plutôt euphorique, plutôt parabolique, en l'espace de 19 jours, on a eu moins 23%. Donc, sachez que c'est possible d'avoir des corrections. On ne monte pas en ligne droite. Ici, là, cette montée en ligne droite, en vrai, si on zoome un petit peu dessus, on a quand même des phases de correction. Alors, si on se met par exemple en 4 heures, est-ce que je suis sur le bull run de 2021? Alors, excusez-moi, je vais reprendre cette phase de 2021 qu'on va avoir. Alors, ça va être bien avant. Ok, non, alors je peux pas, excusez-moi. Je me remets en daily. On a quand même des phases de correction, ce qui est normal et ce qui est sain, en fait. On ne peut pas monter, justement, si on monte de façon extrême, on va chuter de façon extrême. Alors que si on monte en ayant des corrections, là, il y a des bougies rouges. Alors, effectivement, ça ne se voit pas trop. Sur le long terme, on n'a pas l'impression que ce sont des grosses corrections, mais si on prend par exemple le haut de cette bougie jusqu'à ici, on a un moins 6%, ce qui fait que c'est normal. On passe, c'est comme proportionnellement, ça nous ramène 100 000 $ à un 94 000 $. Donc, no stress, c'est normal. On va revenir sur les news. Ripple qui obtient l'autorisation d'émettre un nouveau stablecoin. Donc ça, c'est une news qui est plutôt bullish, même si je ne suis pas particulièrement fan du projet Ripple. En attendant, c'est une autorisation qui vient d'être approuvée. Est-ce que ça a fait augmenter le cours de XRP sur la journée? Je ne suis pas sûr. Si, sur la journée, si, clairement, si, on prend 17% sur la journée. Et vous voyez la baisse qu'on a eue ici ces derniers jours, hop, elle a été rattrapée sur ces derniers jours. Et finalement, quand on dézoome sur le mois, il faut toujours penser à dézoomer. C'est quasiment anecdotique. Voilà, on va revenir sur une news là qui n'est pas forcément bullish, à prendre avec énormément de pincettes, mais en gros, un deal pourrait être conclu entre le Salvador et le FMI. Donc le FMI, c'est le Fonds monétaire international, afin de contracter un prêt de 1,3 milliard de dollars pour le Salvador, à condition qu'il laisse tomber le Bitcoin en tant que monnaie légale. Alors, c'est une proposition du FMI. Évidemment, le Salvador, pour l'instant, n'a pas répondu. C'est ce que révélaient deux personnes proches du dossier. Nayib Bukele donc n'a pas commenté ces rumeurs.
je pense pas que, à moins qu'il subisse des pressions énormes, je pense pas qu'il abandonne son projet de monnaie légale pour le Bitcoin, parce que si on regarde le portefeuille du Salvador, on est sur un x2, je crois, à peu près, sur plusieurs millions de dollars, donc c'est ultra intéressant. Par contre, autre news un petit peu bearish, les actionnaires de Microsoft qui n'ont pas voté pour l'achat de Bitcoin dans la trésorerie de l'entreprise. On parlait de Microsoft, on parlait d'Amazon aussi qui a demandé, les actionnaires d'Amazon demandent à leur conseil d'administration d'envisager d'inclure le Bitcoin dans leur trésorerie. Ça n'a pas été encore voté. En tout cas, pour Microsoft, ça a été voté et c'est un non pour l'instant. Voilà, peut-être que d'ici 6 mois, peut-être que d'ici 1 an, ils changeront d'avis. Moi, je pense que c'est dommage parce que les boîtes de la tech qui ont énormément de cash peuvent se permettre d'investir une partie de leur trésorerie dans un actif ultra performant comme le Bitcoin, dans une réserve de valeur comme cette hors numérique, mais voilà, ils n'ont pas décidé d'intégrer le Bitcoin à la trésorerie de l'entreprise. C'est pas grave, ça en fera plus pour nous. Après, ça aurait pu être vraiment un catalyseur qui nous aurait propulsé encore plus haut si les boîtes, vraiment les plus grosses boîtes de la planète commencent à rentrer dans le Bitcoin et si les États aussi commencent à rentrer dans le Bitcoin. Ça, c'est deux catalyseurs qui peuvent faire vraiment changer les choses, mais bon, ça arrivera peut-être un jour ou l'autre, chaque chose en son temps. Encore une fois, plus on monte tranquillement, mieux c'est. Ensuite, Bitwise prédit que le Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques en 2025. Et eux, ils prédisent un Bitcoin à 200 000 $, un Ether à 7 000 $ et un Solana à 750 $. Alors, je ne sais pas trop sur quoi ils se basent. C'est extrêmement flou, en fait, ce genre de prédiction de prix. Personne ne peut le savoir. Et même avec de la belle analyse graphique, etc., on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer s'il y a des boîtes vraiment qui vont accepter tout ça, s'il y a d'autres pays qui vont accepter le Bitcoin comme monnaie légale ou comme réserve de valeur, etc. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ce genre de news, mais en tout cas, ça se voit que la plupart des institutionnels sont bullish. Encore une fois, on parle des institutionnels. Les ETF sur l'Ether ont enregistré 310 millions d'entrées nettes hier. Donc, hier, le 10 décembre. Il s'approche une nouvelle fois des ETF sur le Bitcoin qui dépassent les 400 millions. Donc, on va aller tout simplement sur le site des inflows sur les ETF. On va sur les ETF sur l'Ether. On voit 10 décembre, hop, 305 millions. C'est l'une des journées les plus grosses en termes d'inflows sur les ETF. On avait le 5 décembre, 400 millions. On avait aussi le 29 novembre, 332 millions. Donc, on voit que c'est en train de se réveiller tout doucement. Quand on avait des 2 millions, des 40 millions, alors ça reste des sommes conséquentes, mais ça ne suffit pas à faire bouger le prix de l'Ether. Et on avait aussi des sommes qui sortaient des ETF. Là, pour l'instant, c'est plutôt bullish. En fait, tout le monde est en train de faire cet arbitrage de le Bitcoin a bien pété, on ne va pas faire des performances extrêmement importantes, donc peut-être on peut se placer sur la deuxième crypto-monnaie du marché, la deuxième crypto-monnaie qui a un ETF, donc pourquoi pas rentrer sur les ETF Ether. Sur les ETF Bitcoin, on a encore des inflows qui sont quand même conséquents aussi, 400 millions, 300 millions, 700 millions le 5 décembre. Donc, globalement, les instituts, ils se positionnent sur Bitcoin une fois de plus. Donc, on reprend quelques petites récaps des news au niveau du journal de Coin. Donald Trump annonce qu'il se concentrera fortement sur le Bitcoin, qu'il considère comme un marché à part entière, avec un objectif de le voir atteindre 150 000 $ au début de sa présidence. Et je le rappelle qu'il arrive le 20 janvier. Après, Donald Trump ne peut pas contrôler le cours du Bitcoin. Évidemment, il ne peut pas claquer des doigts et faire qu'il atteint les 150 000 $. Par contre, il peut mettre en place des choses aux États-Unis, ce qui pourrait faire que de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent, encore une fois, et c'est l'offre et la demande, ce qui pourrait faire donc monter le prix. Le PDG de Goldman Sachs annonce qu'il évaluerait l'option de participer au marché du Bitcoin ou de l'Ethereum si les régulateurs l'autorisaient. Donc encore une fois, c'est une question de régulation. Si on a notamment un nouveau chairman de la SEC qui est un peu plus pro-crypto, si on a un gouvernement qui est plus pro-crypto aux États-Unis, je pense que les boîtes, vraiment toutes les boîtes vont commencer à s'intéresser à Bitcoin et peut-être aux crypto-monnaies au sens large de manière générale. Voilà. MicroStrategy qui devrait rejoindre le Nasdaq 100 suite à la sortie de l'entreprise pharmaceutique Moderna. Donc, je crois que ça a été fait aujourd'hui. Ça, c'est un retweet qui date d'hier. Mais je crois que ça a été fait aujourd'hui ou alors ça se fera demain. Et enfin, le stablecoin USDT de Tether est désormais reconnu comme actif virtuel accepté sur le marché mondial d'Abu Dhabi. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais à première vue, ça m'a l'air d'être une news plutôt bullish. Coinbase qui commence à lister de plus en plus de meme coins. Qu'on le veuille ou non, les meme coins, c'est une narrative intéressante sur ce cycle. Il y a de plus en plus de particuliers qui rentrent, comme on a eu des particuliers sur les NFT au cycle précédent. Là, il y en a beaucoup qui rentrent sur les meme coins. Et Peanut, c'est une crypto-monnaie qui a eu beaucoup de résonance, on va dire, qui a eu une augmentation très rapide. Il suffit d'aller voir dans les mêmes coins, on est dans les mêmes coins les plus capitalisés. Voilà, c'est 93e en termes de capitalisation de toutes les crypto-monnaies, mais voilà, en termes de même coin, on est à la 10e place. Et on a quand même une capitalisation de plus de 1 milliard de dollars. Donc il y a 1 milliard qui sont dans cette
ce même coin, en fait, dans cette crypto qui n'a aucune utilité. Et si je me trompe pas, voilà, c'était aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui a provoqué une forte hausse du cours de cette crypto-monnaie, parce que ça va permettre à de plus en plus d'investisseurs de pouvoir investir dessus, du fait que ce soit listé sur Coinbase. Alors évidemment, on a eu une chute ces derniers jours, c'est typique de ce que je vous parlais. On a eu une chute ces derniers jours, hop, on était dans le négatif par rapport aux 7 derniers jours, mais on a rattrapé fortement aujourd'hui. Donc, no stress. Voilà, no stress, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, ça reste une crypto-monnaie qui est très volatile, qui n'a aucun fondamental derrière, et donc qui peut très vite dévisser. Voilà, on voit qu'on n'a pas un historique de prix très très grand, mais qu'on a eu une augmentation soudaine, très très forte. Et en fait là, ça retrace un petit peu, ça corrige, ça latéralise. Mais si on a une narrative qui revient sur les mêmes coins, alors peut-être que c'est intéressant de se placer avec parcimonie, avec une gestion du risque sur ce genre de crypto-monnaie. ATH pour Tesla, l'action de Tesla donc, qui vient de dépasser son plus haut historique, et ce qui mène donc Elon Musk, toujours la personne la plus riche de la planète, mais à une fortune de plus de 400 milliards de dollars. Alors évidemment, qu'on soit très clair avec ça, c'est pas une fortune qui est liquide. Il peut pas vendre toutes ses actions Tesla du jour au lendemain et récupérer ses 400 milliards de dollars. Évidemment, le jour où Elon Musk commence à vendre des actions Tesla, on va se dire, ok, même lui, il croit plus trop en son entreprise, où il a besoin vraiment de liquidité pour faire autre chose, etc. Donc, ce ne sera pas forcément très bien interprété par le marché. Et même s'il commence à vendre, par exemple, 10 milliards d'actions Tesla, ça va commencer à baisser. Et ses autres actions, il les vendra encore plus bas. Ce qui fait qu'il ne pourra pas vendre pour 400 milliards de dollars. Donc, attention toujours à ces estimations, à ces classements, à ces personnes qui pèsent des centaines de milliards, etc. C'est toujours une fortune, on va dire, un petit peu théorique, parce que s'ils devaient retirer du jour au lendemain, en fait, ils en retireraient, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais ils en retiraient la moitié, quoi. Donc, voilà, très attention à ça. Et donc, MicroStrategy qui rejoindra le Nasdaq vendredi. Voilà, donc c'est dans 2 jours, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. On va faire un tour sur l'Altcoin Season Index. Alors, ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, c'était l'Altcoin Season en daily. Mais ce qu'il faut regarder, c'est peut-être avoir du monthly, c'est-à-dire un horizon de temps un peu plus large, voire peut-être en année. Donc en année, on voit qu'on est loin d'une altcoin season. On est loin de nombreuses crypto-monnaies qui surperforment le Bitcoin sur l'année. C'est assez loin. Par contre, si on regarde sur les 90 derniers jours, là, on a quand même un top 50 qui surperforme ce Bitcoin. Voilà. Et si on se met donc en monthly, ce qui est peut-être l'intervalle de temps le plus raisonnable, on va dire, on voit qu'on est quand même en altcoin season, on est très proche de cette zone où on a des crypto-monnaies, des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Mais attention, je pense qu'on peut avoir encore des performances encore plus intéressantes sur les altcoins, puisqu'elles sont plus faiblement capitalisées et donc plus volatiles à la hausse comme à la baisse. Donc prenez vos précautions. Ensuite, on va reparler de cette Rainbow Chart. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Au précédent cycle, on en parlait beaucoup parce qu'en fait, en 2013, on a touché le haut de la chart. Ici, pareil, en 2014, on a touché le haut de la chart. Ici, en 2017, on a touché le haut de cette chart, donc on est allé dans le rouge. Et en 2021, beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'on aille toucher le haut de cette chart. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'on ait les 100 000 $ au cycle précédent. Chose qu'on n'a pas fait. On est allé dans le jaune, dans le orange. Voilà. Mais c'est une charte qui suit son cours. Voilà, on n'est jamais repassé plus bas que le violet, donc on n'est jamais redescendu ici. Ce qui voudrait dire que potentiellement, on n'irait pas en dessous des 50 000 $ une fois qu'on redescend. Alors même si on descend tout de suite, on pourrait aller aux 45 000 $. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un cycle où on ait besoin d'aller chercher les 45 000 $ maintenant. Peut-être que ça arrivera dans plusieurs mois, en tout cas pas au momentum actuel avec les indicateurs que je vois. Et attention, à prendre avec des pincettes, parce que si on va chercher le haut de la charte, c'est très très haut, ça nous amène sur les 700 000 $. Je pense honnêtement, clairement pas qu'on aura les 700 000 $ en 2025, à moins qu'il y ait un contexte complètement différent. Mais ne serait-ce que si on va chercher le milieu de cette charte, on pourrait atteindre peut-être les 200 000 $. Donc pourquoi pas, les prédictions de Bitwise pourraient s'avérer juste si par exemple là en février 2025, on aurait donc ces 200 000 $ à peu près. Voilà. Et autre chose qui rejoint ça, c'est le modèle stock to flow. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, vous voyez qu'on n'a pas suivi exactement cette courbe qui est juste ici, mais à chaque halving, en fait, le Bitcoin se fait plus rare, en fait, puisque le nombre de Bitcoin émis à chaque bloc est divisé par 2. Donc on a quelqu'un qui nous a construit ce modèle. Alors je sais plus, plan C, je crois, plan B, je sais plus sur Twitter. Alors peut-être qu'ils disent qui a construit ce modèle. Peu importe, plan B. Pour plan Bitcoin, bref. On a donc ici
une valeur des crypto-monnaies qui a plus ou moins suivi cette courbe lors du précédent cycle. Voilà, ici, on est redescendu un peu plus bas. Et là, en suivant le stock to flow, on atteindrait donc, théoriquement, en mai, par exemple, en mai 2025, on atteindrait un prix du Bitcoin à 400 000 $. Alors encore une fois, la vérité doit se trouver entre tout ça, entre peut-être les 5 000 $ actuels, entre ces 400 000 $, entre ces 700 000 $, entre les 200 000 $. Moi, je tape plutôt sur sur un prix du Bitcoin à 130, 140 000 $, 150 000 $ peut-être. En tout cas, c'est sûr que quand on atteindra les 120, 130, 140, là, j'aurais pris un sacré pourcentage de profit, je pense. Il y a toujours un moonbag, il y a toujours du Bitcoin que je vois sur le très long terme, mais j'aurais pris un sacré pourcentage de profit parce que j'aurais effectué, en fonction de mes positions d'entrée, etc., j'aurais effectué des plus-values qui me sont très correctes pour un investissement. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description. Comme ça, vous avez des codes de réduction pour les différentes plateformes que j'utilise. Vous avez aussi des primes à l'ouverture pour certaines plateformes. Donc, n'hésitez pas à utiliser les liens et les codes en commentaire. Sinon, ça se passe, l'échange, ça se passe en commentaire. Vous êtes nombreux à échanger entre vous, donc ça fait plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Insta, sur Twitter aussi. Même si je tweete pas énormément, je fais beaucoup de retweets pour vous tenir informé de l'actualité. Et c'est plus en temps réel, on va dire, que sur YouTube. Voilà, ça se passe tout dans les commentaires, dans la description. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!